Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour la vidéo de fin de mois avec mes lectures. De nouveau, j'ai énormément lu ce mois-ci. Et là, il n'y a qu'une partie des livres. De nouveau, beaucoup de livres qui sont empruntés à la bibliothèque. Et on va commencer sans plus attendre par Livre comme une déesse grecque, écrit par Laure de Chantal, aux éditions Stock. C'est un roman dans lequel décidément, l'autrice parle des figures antiques de la mythologie en parlant notamment des... En tout cas, c'est marqué, disons-le, dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. Et si je vous montre un peu comment c'est construit, là par exemple, là il y a un chapitre, c'est marqué les battantes, et juste après, ils nous mettent des noms de déesses, comme là par exemple, Artémis adorée, où ils nous mettent aussi les reines, même parmi les humains, hein, même au-delà de tout ce qui est déesse et tout ça. Et dans ce roman-là, du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la vision, enfin j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était écrit. J'aime bien le fait que c'est divisé en plusieurs parties et que chaque chapitre est dédié à une femme bien précisément. Après, de là à dire que je suis d'accord avec tout ce qui est écrit, non. Notamment, je prends l'exemple du mythe de Méduse où elle explique sa vision des faits, c'est qu'en fait, du coup, la personne qui punit Méduse, elle le fait pour la bonne raison. Elle le fait d'un œil plutôt bienveillant que comme une vraie punition divine. Ça m'a semblé un peu, je sais pas, ça m'a semblé un peu étrange. Bon, après, chacun a ses versions de la mythologie. Du coup, je ne juge pas Laure de Chantal pour avoir écrit là-dessus de cette manière-là. Et c'était très enrichissant. Du coup, je vous le recommande si vous êtes fan d'essais mythologiques, parce que là, c'est plutôt un essai, mais de tout ce qui touche à la mythologie. Ensuite, on a un roman que j'avais envie de lire depuis un petit moment, c'est Quand Haru était là. Je vous montre un peu le jaspage de Gustin Tao, publié aux éditions Hachette Roman, que j'ai emprunté parce que j'avais envie de le lire, mais sans pour autant l'acheter, tout simplement. Dans ce roman, tu suis le personnage de Eric, qui après la mort de son meilleur ami, se retrouve un peu dépaysagé, se retrouve dans le mal, enfin, il se retrouve vraiment en deuil, pour dire. Et à un moment, il va rencontrer Haru, qui semble être quelqu'un d'assez difficile à cerner, parce qu'il y a des moments où il disparaît, des moments où il n'est pas là. Quand Eric il commence vraiment à se douter s'il commence à perdre la tête ou si Haru est réel en fait, ou est-ce que Haru n'est que le fruit de son imagination qui lui a permis d'aller bien. Mon avis, c'est que c'est un roman assez bien. Il y a des passages qui m'ont marqué. On aborde très bien du coup la thématique du deuil. Le fait de faire son deuil, c'est pas quelque chose qui se passe en un éclair. C'est pas quelque chose qui se fait d'un coup en claquant des doigts. Il faut du temps. Il faut le temps que tu acceptes le départ de la personne, que du coup, tu passes par ces différentes étapes du deuil et que chacun a son rythme en fait, chacun a sa manière de le faire. La fin m'a un peu laissé stupéfaite, j'étais un peu mitigée sur la fin. Mais c'est quand même un très beau roman, je suis très contente d'avoir emprunté et enfin lu parce que je trouve que c'est des romans qui sont sur des thématiques importantes. D'autant plus, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce point un peu de... Ça montre aussi un peu ce côté un peu fantasy fantastique à propos de Haru. Parce qu'on ne sait vraiment jamais s'il a vraiment existé ou pas. Du coup, tu as vraiment ce côté de dire est-ce que du coup, tout ce qui s'est passé avec Haru, malgré qu'il y ait des preuves physiques que c'était réel, ça reste assez flou. Du coup, je vous recommande si vous aimez ce genre de roman. Et pour le premier roman que j'ai lu de Gustin Tao, je trouve que sa plume est assez fluide, ça c'est très bien. Du coup, voilà. Ensuite, on a Le piège de verre de Éric Foissier, publié aux éditions JC Lattès. Cette édition, j'aurais toujours du mal à la dire. Et de nouveau, j'ai fait la même erreur que pour À couper le souffle, un roman que j'avais lu dans mon mois précédent. C'est un tome 2. Ce n'est pas le premier tome, c'est une trilogie apparemment. Éric Foissier, je crois qu'il est assez connu pour écrire des romans historiques et en même temps un peu dans cet univers un peu polar. Dans ce roman, on est en 1503, où il y a 3 corps d'alchimistes qui sont retrouvés assassinés avec d'étranges lettres qui sont gravées sur les fronts, et convaincu qu'un complot se trame à l'ombre de la couronne de la reine Anne de Bretagne. La reine Anne de Bretagne fait appel pour mener l'enquête à la jeune apothicaire Héloïse Sangelard, qui est accompagnée du baron de Combal, un soldat autoritaire et rude, et elle va essayer de déjouer du coup cette fameuse qui a assassiné ces 3 alchimistes. Je vais commencer par le point positif, c'est un roman qui se lit très bien. Après évidemment, c'est un tome 2, je n'avais pas toutes les cartes en main pour comprendre le passif des personnages. C'est vraiment un roman qui, moi, j'ai beaucoup aimé l'enquête. Et ouais, même si par moments, du coup, des fois, je me perdais un peu je me perdais dans les nombreuses informations qui étaient données. Du coup, moi, je savais plus trop où donner de la tête. Et du coup, ça m'a en effet un peu, parfois, peut-être, c'est un peu sorti de cette histoire. Mais sinon, le personnage de Héloïse, j'ai trouvé assez bien fait. Surtout que à l'époque, il y avait très peu de femmes qui avaient accès à ce savoir-là, parce que c'est marqué justement dans ce récit captivant entre roman historique et thriller historique.
Et il faut nous entraîne dans une véritable course contre la montre au cœur de la France de la Renaissance. Et il y a aussi un peu ce côté qui, moi, m'a aussi un peu des fois fait un peu hésiter, c'est que on comprend qu'Héloïse, elle a un lien avec un autre homme, mais que en travaillant avec ce fameux chevalier, les relations vont un peu se flouter entre eux. Mais du coup, je vous recommande, si vous aimez du coup la plume de Rick Foissier, mais je vous recommande de commencer par le tome 1 parce qu'il écrit beaucoup de trilogies de sagas. C'est vrai, j'aurais pu me douter, je m'étais un peu renseignée sur l'auteur. Mais de nouveau, c'est pas un livre que moi j'aurais acheté parce que si j'avais acheté, je m'étais retrouvée à le lire, à devoir donner mon avis, j'aurais peut-être été un peu moins. Il m'aurait pas autant transcendé que ce que j'espérais. Mais du coup, voilà, si vous aimez les romans historiques, un peu thriller, je vous le recommande. Parce qu'il est quand même assez bien, l'histoire est très bien construite. On a tout le suspense, enfin non, pas le suspense, mais toute la tension qui s'accumule au fil des pages. Du coup, je vous recommande si vous êtes... je me répète, du coup, si vous êtes fan de ce genre de roman, je vous recommande. J'ai lu la littérature pour adolescents, 8 jours de retard, écrit par Mélissa Cantor, plus édition Ozu. Dans ce roman, tu suis Adi, qui va se découvrir enceinte alors que bien après que son copain l'ait larguée. Sauf qu'elles habitent dans un état qui interdit l'avortement aux jeunes filles, parce que ça se passe en 2025. On sait très bien qu'en ce moment, il y a ce recul en arrière à propos de l'avortement qui est mené dans certains états. Et du coup, pour avorter, elle est décidée à tout, même à appeler des numéros gravés qu'elle voit sur des panneaux de toilettes. Elle est prête à traverser avec sa meilleure amie pour aller se faire avorter dans un autre état. Et c'est vraiment que je trouve important parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que parce que dans certains pays on a le droit à l'avortement, comme ici du coup, que c'est le cas partout. Et du coup, ils en parlent très bien parce que du coup, tu as un peu cette course contre la montre qui est mise en place pour du coup cette jeune fille. Parce qu'elle sait très bien que si elle ne peut pas se faire avorter, elle devrait retourner à des méthodes anciennes, des méthodes qui peuvent la mettre potentiellement en danger. Moi, je sais que quand je lisais ces passages-là, ça m'a juste fait réagir dans le sens où j'étais, mais c'est pas possible. On est en 2000. Je sais que c'est possible parce que dans certains pays c'est le cas, mais je trouve ça vraiment horrible que certaines femmes n'aient pas ce droit à l'avortement parce que du coup tu te dis mais si elle veut pas l'enfant ou même si elle se sent juste pas capable, vu qu'on rappelle c'est une adolescente, je me dis mais comment tu peux intervenir à ce point-là sur quelque chose qui ne te concerne pas, qui ne concerne pas ton corps. Pour moi, chaque femme devrait avoir son libre arbitre de faire ce qu'elle veut à propos de l'avortement et de regarder un enfant ou pas. Mais je vais pas me lancer dans ce débat-là, mais voilà, du coup, si vous voulez lire un roman frappant sur ce sujet-là, je vous le recommande. Ensuite, on reste sur des romans un peu frappants. Les Lyon Persane de Marjane Kamali. C'est la même autrice qui a écrit Un thé à Téhéran et la librairie de Téhéran, je crois. Bref, mais je voulais absolument lire celui-ci parce que du coup, on est en 1955. L'année de ses 7 ans, on suit Ellie qui a tout perdu, son père, son confort et la souffrance de son enfance. Dans son enfance dorée parce qu'elle était dans une assez haute classe au Téhéran. Et elle va se retrouver dans un quartier assez bas de gamme, j'ai envie de dire dans un quartier plutôt pauvre. Elle va rencontrer une autre fillette qui s'appelle Oma. Les deux vont se lier d'amitié, elles vont devenir vraiment très amies, limite des sœurs. Sauf qu'évidemment, la différence de vie qu'elles mènent va les éloigner. Vu que Ellie a plutôt une vie bourgeoise, ça va l'éloigner d'Oma qui est plutôt dans un style de vie qui est plutôt en bas de la classe sociale. Et puis de nouveau, je ne me répéterai jamais assez, mais voilà, tu grandis, tu as tes opinions qui changent. Et c'est vraiment qui est très intéressant parce que tu es aussi dans tout ce qui était tout ce qui a été révolte au Téhéran pour certaines choses horribles. Ça parle bien des manifestations qu'il y a eu, des différentes personnes qui ont donné leur vie pour faire entendre leur voix, justement, comme je disais à propos de l'autre roman. Mais c'est un très beau roman qui, moi, j'ai trouvé très touchant. Après, il peut être un peu dur à lire parce qu'il y a quand même des scènes. C'est pas décrit, mais tu comprends, ça sous-entend des violences plus que physiques sur des femmes, notamment sur le personnage de Oma. Mais très content d'avoir lu pour la première fois la plume de cette autrice avec ce roman-là. Et du coup, je me demande si du coup je vais pas enchaîner avec ces deux autres romans qui ne sont pas des suites à celui-ci. C'est 3 tomes indépendants, mais qui traitent à chaque fois un peu de différentes périodes au Téhéran. Et là, c'est dans le climat politique instable d'un Iran en plein tourment, une trahison lourde de conséquences brise de nouveau leurs liens. Ces dernières phrases, du coup, je peux tout vous le recommander si vous aimez ce genre de roman, mais à savoir que ça peut heurter d'une manière moi j'ai trouvé je trouve la plume assez brutale et je trouve que c'est important de préciser que c'est pas des romans, c'est des romans sur des sujets d'actualité encore aujourd'hui malheureusement. Et je trouve que c'est important d'avoir ce genre de roman dans les mains, mais à lire avec modération à mon sens. Ensuite, alors là, s'il vous plaît, ne me détestez pas parce que j'ai lu La Servante écarlate de Marguerite Atwood, la préface de l'autrice. Et dans ce roman, je pense que vous connaissez à peu près, mais je vais quand même vous le résumer, c'est une dystopie
où vu que la chute de la fécondité est en chute dramatique, ils recrutent des femmes encore fertiles qui sont réduites au simple rang d'esclaves sexuels en fait. Pour des couples, elles ont juste le rôle de porter les enfants des hommes de ces couples-là. Elles sont habillées en rouge pour qu'on les reconnaisse. Et on suit Defred, qui est une servante écarlate parmi d'autres à qui on l'a ôté jusqu'à son nom, mais dont son corps au service de son commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler. Et elle finit par rejoindre un réseau justement qui lutte pour que les femmes retrouvent ces droits-là. De nouveau, je vais dire, c'est purement mon avis que je donne, mais je trouve que c'est un roman qui est heurtant. En effet, c'est un roman que j'ai eu du mal à lire à des moments parce que je sais que même si c'est de la dystopie, il ne faut pas prendre ce qu'on a comme pour acquis. On nous a bien montré avec l'avortement et tout ce qui en découlait à propos de certains droits qu'on peut retirer sous prétexte que tu n'as plus envie qu'il y ait ces droits-là qui soient accordés. Mais je me suis trop perdue dans le roman. Le récit était bien écrit, mais je me suis trop perdue dans le personnage d'Elfred. Je ne comprenais pas tous les liens qu'il y avait d'un chapitre à l'autre. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'informations à mon sens qui m'a permis de rester ancrée dans l'histoire. Après, ça reste quand même un très bon roman. Je suis très contente d'avoir enfin lu parce que ça reste pour moi un classique. Après, est-ce que c'est la traduction qui fait que du coup il y a moins ce charme, qui a enlevé du charme au roman? Je ne sais pas. Mais c'est sûr, c'est que je sais qu'il y a aussi une BD qui est disponible, du coup je vais emprunter la BD. Voir si avec la BD j'arrive un peu plus à être dans l'histoire parce que le roman m'a vraiment trop souvent mis hors de l'histoire. Mais je vous recommande vivement si vous aimez la dystopie et si vous aimez du coup des romans qui sont à mon sens importants à lire de nouveau. Puis il y a aussi le fait que la dystopie c'est pas un genre que j'affectionne tout particulièrement. Mais très contente d'avoir enfin découvert, d'avoir enfin lu ce classique et je regrette pas. Même si en effet ça n'a pas été mon meilleur roman que j'ai lu ce mois-ci, il reste que je ne regrette pas de l'avoir lu comme j'ai dit parce que je pense que la curiosité c'est bien. C'est bien d'essayer en tout cas de nouvelles choses et de se plonger dans des romans qui ont marqué potentiellement certaines périodes. Ensuite, un autre roman malheureusement qui ne m'a pas transcendé plus que ça, La fille de l'Irlandaise de Susan Fletcher, aux éditions J'ai lu parce que c'est le format poche. J'espérais l'aimer parce que Susan Fletcher, j'ai lu 2 romans d'elle, j'avais beaucoup aimé sa plume. De nouveau, la plume est très bien dans ce livre. Je ne dis pas que la plume s'est dégradée par rapport aux 2 autres tomes, aux 2 autres romans. Dans ce roman, on suit Eve Green, qui est une petite fille rousse et espiègle, qui, quand sa mère décède, elle est recueillie par ses grands-parents dans un village au cœur du pays de Galles. Et on va apprendre qu'un enfant disparaît mystérieusement, la vie des villageois bascule, enquête, soupçons et mensonges deviennent leur quotidien. 20 ans plus tard, on retrouve du coup cette fameuse Eve Green qui attend son premier enfant et qui commence à remettre un peu les puzzles de sa vie en place. Et voilà, en effet, elle doit faire face au mépris et à la méfiance. Là, je vais m'expliquer pourquoi, à mon avis, il m'a pas trop scandé. C'est que de nouveau, on passe par des retours dans le temps, des retours dans le présent. Et ça m'a pas aidé à m'ancrer dans l'histoire parce que vu que ça changeait dans chaque chapitre, je savais plus si on était dans le présent, si on était au moment où elle était enfant et que du coup, elle vivait tous ces préjugés, tout ce côté où elle se faisait rejeter. À propos de cette fille disparue, on comprend plus ou moins, mais ça reste très flou. Du coup, voilà, c'est vraiment pas le roman qui m'a le plus transcendé que j'ai lu ce mois-ci. Mais bon, content d'avoir emprunté pour essayer de le lire quand même. Ça n'a pas fait en gros mon mois, quoi. C'est pas un roman qui a rempli mon mois de lecture de manière à ce que je le lise et ça me fasse vraiment l'effet d'une claque, quoi. Ensuite, il en reste 2 normalement. Après, j'arrête. J'ai de nouveau lu un roman young adulte, La parole des étoiles, de Louise Langlois, publié aux éditions Albin Michel Stories. Dans ce roman-là, on suit Talia, Julien, Charlotte et Ethan, qui, par la force des choses, se retrouvent à devoir participer à un groupe de parole dans leur lycée. Et ils n'ont rien en commun, à part que les 4 ont un mal-être qui dissimule de manière différente. On a une qui s'étouffe avec sa propre colère, l'autre joue les leaders, la troisième se veut irréprochable, et le dernier s'emmure dans le silence. Et c'est marqué, mais derrière les masques, des figures, des cicatrices qui ne guérissent pas. Et dans ce groupe de parole, ils vont se rapprocher, vu qu'ils vont être amenés à se côtoyer de manière plus concrète et intime. Et ils vont développer des très beaux liens, ils vont comprendre qu'en fait, ils sont pas si différents que ça, qu'il y a potentiellement des liens entre les personnages qu'on ne soupçonnait pas, et que ça peut les guérir aussi. Mon avis sur ce roman, c'est que j'ai aimé le découvrir. J'ai adoré les personnages de ce roman, de les voir évoluer au fil des pages et les voir devenir très amis et puis les voir du coup avoir leur relation qui se développe. Mais certains passages m'ont perdu, les relations avec les persos m'ont parfois pris de court.
ont parfois un peu sorti l'histoire de nouveau parce que je trouvais pas ça très réaliste. En soi, après, c'est mon avis, hein. Et du coup, c'est un roman que je vous recommande. Après, même si j'ai bien aimé le lire, il ne battra pas du coup la nuit où les étoiles se sont éteintes. Mais très content de l'avoir découvert et je vous recommande si vous aimez le young adult un peu dans ce style-là. Et enfin, roman, du coup, j'ai fini aujourd'hui même. C'est La Fugue d'Aurélie Valognes, publié au livre de poche. Aurélie Valognes, c'est clairement pas le premier roman que je lis d'elle. Et comme je dis, elle arrive toujours à me prendre, à me happer dans son histoire. Dans celui-ci, on suit Inès, qui, bien qu'elle soit mariée, qu'elle a 2 enfants, qui arrive à la moitié de sa vie, elle décide, elle se sent rêvée nulle part, elle se sent un peu tournée en rond, un peu pris au piège. Et du coup, elle décide de partir. Elle décide d'un moment de tout quitter. Elle se retrouve dans une maison dans la nature, dans une campagne un peu où il n'y a pas grand monde. Elle trouve un lieu à elle, une maison où le temps semble s'être arrêté et qu'elle décide de retaper. En pensant aux cicatrices de la maison, Inès va commencer à soigner les siennes. Ici, le meilleur chemin pour aller vers soi, passer par les autres. Et c'est un roman que je trouve très intéressant dans la manière dont il est écrit, parce qu'en effet, à ce côté où bien qu'elle soit mère et bien qu'elle soit mariée, ça n'empêche pas de prendre ses bagages et de juste claquer la porte et de se dire c'est trop pour moi, j'en peux plus. C'est vraiment un très beau roman qui, moi, m'a... Attends, je vous lis juste le prologue, parce que rien que le prologue, quand j'ai lu le prologue, il m'a juste mis directement dans l'ambiance de l'histoire. Une clé, ce n'est rien une clé, c'est un petit objet qui tient dans le creux de la main, qui se glisse dans le fond de la poche, qu'on pourrait perdre par mégarde ou dont on pourrait oublier la valeur. Mais une clé, c'est l'objet le plus libérateur qui soit, c'est avoir un lieu à soi, un lieu qui ferme, un lieu où l'on décide de qui entre et qui n'entre pas, un lieu de protection, un refuge, un cocon. Dans une prison, la clé fait toute la différence entre là-dedans et le dehors, entre celui qui a la clé et celui qui ne l'a pas, celui qui ne peut s'échapper et celui qui est libre. Asservi et coupable, je l'ai longtemps été. Je n'avais pas la clé de ma vie jusqu'à ce jour où je suis partie, et désormais je la tiens fermement dans mon poing, la clé de ma maison, la clé de ma nouvelle vie. Quand j'ai lu ce prologue, ça m'a fait tilt parce que j'ai trouvé ça tellement juste la manière dont elle décrit ce simple objet. Tu te dis forcément la clé c'est l'objet qu'on utilise pour fermer les portes, mais pour d'autres ça peut faire toute la différence. Et du coup je trouve ça vraiment, ça m'a tout de suite mis ok, ce roman je sais que je vais l'apprécier. Je me suis pas trompée parce que Aurélie Valognes a vraiment une plume qui est incroyable. C'est un roman aussi où on suit l'amitié entre toutes ces femmes parce qu'elle va rencontrer petit à petit les femmes qui habitent aussi et développer une très belle amitié. On a aussi le deuil qui est abordé de manière que je trouve assez intéressante. Parce que de nouveau, c'est un deuil qui n'est pas encore présent, mais on sait que ça va arriver. C'est-à-dire quand tu as un proche qui est malade, mais que tu sais que le temps lui est compté, mine de rien, tu commences déjà à faire un deuil, tu commences déjà à te faire à l'idée que voilà, que tu ne reverras plus cette personne. Vraiment, je peux que vous recommander. Moi, je pense que ça frôle le coup de cœur. Aurélie Valognes, j'ai jamais assez à remercier pour ses livres parce que je les trouve toujours extrêmement justes, extrêmement poignants et heurtants de bien des manières. Et du coup, je peux que vous le recommander si vous aimez ce genre de roman et si vous aimez la plume d'Aurélie Valognes. Et sachez que ce n'est pas le dernier que j'ai de cette autrice-là. C'est tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'avais beaucoup de livres à présenter. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé, que vous avez profité du soleil qui revenait ces quelques semaines. Et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que tout se passe bien pour vous, que votre mois d'avril va bien commencer, que le début du printemps va faire naître les fleurs qui vous sont importantes. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. Au revoir.